Bonjour à tous, c'est l'équipe rugby, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. La grande prêtresse du podcast, Christelle Bonnet, n'est pas là, elle est en vacances. J'ai donc l'immense responsabilité de la remplacer aujourd'hui, mais je suis en grande confiance parce que je suis entouré de 3 solides piliers, 3 solides journalistes de la rédaction de l'équipe. J'ai nommé Richard Escaut. Salut Richard. Bonsoir à tous et à toutes. Philippe Ayoriès. Salut Philippe. Bonjour à tous. Et Renaud Bourrel. Comment ça va, Boubou ? Ouais, on n'est pas trop mal. Bon. Aujourd'hui, on va revenir sur le succès à l'extérieur du Stade Français à Castres. Déjà le 3e de la saison pour les Parisiens. On va se demander si c'est déjà là l'effet Heinekemeyer. On se penchera sur le vilain karma de Johan Goosen, sérieusement blessé à une cheville. Et enfin, alors que la Coupe d'Europe débute ce week-end, on se demandera si les clubs français ne seraient pas devenus un petit peu eurosceptiques, voire complètement europhobes. Voilà, on parle de tout ça, vous savez tout, c'est parti, flexion, lié, jeu. Alors messieurs, le Stade Français ne respecte absolument rien. Passé sous pavillon germano-sud-africain, le club de la capitale a décidé de s'affranchir d'une règle tacite en top 14. On gagne chez soi, enfin on essaye. On perd à l'extérieur dans 90% des cas, et puis une fois de temps en temps, quand on est vraiment obligé, on s'arrache un peu pour aller gagner loin de chez soi. Eh ben non, à Paris, on n'entend pas de cette oreille. En cas de déplacement, déjà 3 victoires à l'extérieur, soit un ratio de 75% complètement n'importe nawesque. Alors il y avait eu un succès à Perpignan lors de la première journée, soit. Il y en avait eu un à Pau fin septembre, pas mal. Mais là, carrément, les Parisiens ont eu l'outrecuidance d'aller gagner à Castres, le champion de France. C'est déjà bien plus costaud. Richard, toi, tu as rencontré Heinekemeyer la semaine dernière. On pourra d'ailleurs lire cet entretien dans l'équipe de mardi. Quelle est son approche, notamment par rapport à ces matchs à l'extérieur ? Qu'est-ce qu'il t'en a dit ? Lui, il ne sait pas qu'il y a des matchs à domicile déjà et des matchs à l'extérieur. Pour lui, il y a des matchs de rugby, donc il est préparé. Tu sais, la fameuse phrase « les uns après les autres, les matchs après match », mais là, lui, c'est vraiment ça. Il n'a absolument pas compris pourquoi les joueurs français lui ont tout de suite dit « non, mais c'est très, très compliqué dans le top 14 d'aller gagner à l'extérieur ». Il a dit « non, je ne vois pas pourquoi. Ça reste un match de rugby et je vais vous prouver qu'on peut gagner à l'extérieur ». Et là, le premier match, effectivement, tu parlais de Perpignan, c'est quand même un promu, mais enfin, ça a été un élément déclencheur. Les joueurs se sont dit « bah oui, on va écouter Heineke parce que finalement, il a peut-être raison ». Il a peu fait tourner parce que il m'a dit qu'il voulait rester dans une forme de continuité, d'autant qu'il va jouer le challenge européen, ça l'intéresse pas trop. Donc là, il va vraiment faire tourner son effectif. Et donc, il est resté avec une équipe mitigée à la marge, donc avec un axe très très fort, un axe sud-africain, la blessure de Paris C. Donc, il a pu faire passer ses messages tactiques. Et moi, ce que je trouve impressionnant, et Lolo Campistron était au match, il l'a pu l'écrire aujourd'hui dans l'équipe. Ce qui était impressionnant, c'est que Jules Plisson, qui est plutôt quelqu'un qui a envie de jouer au ballon, qui pleuve, des cochons rôtis, qui vente ou qui neige, et il a joué à la sud-africaine. Et à l'arrivée, c'est payant. Ouais, ce que disait Plisson dans les colonnes de l'équipe aujourd'hui, le coach essaie de nous inculquer la culture de la gagne, qu'on joue chez nous ou à l'extérieur, il n'y a rien qui change finalement à part le public, ça reste partout un match de 80 minutes. Renaud, comment tu vois ça, toi ? Est-ce qu'il faut être un coach étranger en top 14 pour inculquer cette culture de la gagne à l'extérieur, ou est-ce qu'il y en a d'autres qui sont capables de... Moi, ce qui est toujours étonnant quand un coach étranger débarque dans un club français, d'ailleurs c'est vrai dans d'autres sports, c'est qu'ils sont tout de suite choqués par des attitudes des joueurs français. Donc il y a effectivement cette tradition française de partir battu d'avance à l'extérieur, voire quasiment de faire des impasses, suivez mon regard. Et ça, c'est inconcevable pour un entraîneur anglo-saxon. Pareil sur la force de travail des joueurs français ou des jeunes joueurs français. Et ce qui a amené à Heinekemeyer, moi je vous avoue, j'étais un petit peu sceptique sur le rugby qu'on pouvait craindre qu'il apporterait au Stade Français, qui est finalement pas aussi rébarbatif que ce qu'on pouvait attendre, même si on n'est qu'en début de saison. Mais en revanche, on sent qu'il a mis ce Stade Français totalement au travail sur tous ses aspects. Il a extrêmement structuré son club. Au début, on se dit oh là là, c'est une armée mexicaine son staff, mais on se rend compte que c'est extrêmement bien structuré. Alors il pourra perdre des fois, comme face au Racing dans un match extrêmement terne d'ailleurs au niveau du contenu des deux côtés. Mais en attendant, il a restructuré ce club de manière à ce qu'il soit capable de faire des choses pareilles. Comme dit Richard, ils ont l'avantage de pas jouer la grande Coupe d'Europe, donc au moins sur la première période, ils ont cette possibilité de jouer à fond au moins le début de championnat tant qu'ils ne sont pas qualifiés en phase finale du challenge où ça devient vraiment plus intéressant pour les équipes de le jouer. En revanche, il y a un club comme ça qui faisait jamais d'impasse,
qui jouait tout le temps à l'extérieur, tous les matchs pour les gagner, c'est La Rochelle. Et on a vu l'année dernière. On a vu que quand ils faisaient ça et qu'ils avaient le challenge européen, ça allait. Quand on joue la Grande Coupe d'Europe, c'est beaucoup plus dur. Non pas que les joueurs se démotivent, mais c'est extrêmement usant. Il n'y a plus de moment pour faire tourner. C'est extrêmement usant. Voilà, exactement. Soit physiquement et mentalement. Exactement. Et aujourd'hui, le rugby, c'est trop dur pour permettre à des garçons comme Kylian Hamdaoui, Yohan Maestri, j'en passe, Gaël Ficou, d'enchaîner 30 matchs de top 14 plus la Coupe d'Europe sans jamais. C'est impossible. Aujourd'hui, c'est humainement très difficile. Voilà. J'ai une petite question pour Payot. Payot, est-ce qu'il n'est pas important de gagner à l'extérieur, de prendre cette habitude-là en saison régulière? Et je me tourne vers toi parce que tu suis un club Montpellier qui l'année dernière avait fait carton plein à domicile, qui avait très peu gagné à l'extérieur et qui l'a peut-être payé en phase finale. Ouais. Le problème, c'est que on a beaucoup fantasmé le parcours à domicile de Montpellier l'année dernière. Ils ont très vite bien démarré parce qu'ils ont joué des promus, et ensuite il y a beaucoup d'équipes qui sont venues ce qui s'appelait encore l'Altrad Stadium, battu d'avance justement. Ouais. Donc ils ont gagné, c'est vrai qu'ils ont gagné tous leurs matchs, ils ont pris je crois que c'était 12 bonus offensifs sur 13 possibles, donc voilà, ils sont baladés. Et à l'extérieur, ils ont jamais fait d'impasse à proprement parler. Vern Cotter, il aime pas ce terme-là, mais en revanche c'est vrai que parfois ils avaient moins besoin de faire de gros efforts, quoi. Ils s'étaient mis dans des positions, voilà, ils étaient en tête du début quasiment jusqu'à la fin, et donc ils ont tenté des choses, ils ont essayé d'intégrer certains jeunes joueurs parfois à l'extérieur, et donc ils n'ont pas été trop récompensés. En revanche, ils en ont ciblé quelques-uns, des matchs à l'extérieur, et ils sont allés les gagner. Alors c'était pas des matchs aussi compliqués que d'aller gagner à Toulon ou à Clermont, mais bon, voilà, ils sont quand même allés gagner sur certains terrains parce que Cotter, il connaît bien le top 14, mais il a quand même lui aussi cette mentalité de dire il n'y a aucune raison qu'en tout cas on fasse pas un gros match et qu'on soit pas en position de le remporter. Le remporter c'est autre chose, mais au moins en position, quoi. Revenons sur le Stade Français, parce que c'est quand même l'objet de notre sujet. Richard, quoi, tu penses qu'ils peuvent tenir ce rythme-là? Là, je disais, bon, voilà, 3 sur 4, 75%, on n'est que en tout début de saison, mais les 3-4 dernières saisons, le Stade Français, c'était pas plus d'une seule victoire à l'extérieur. Là, on retombe dans ce qu'ils avaient fait l'année de leur titre. Tu penses qu'ils sont capables de continuer à aller chicailler comme ça sur tous les terrains, week-end après week-end? Ah oui, parce qu'ils ont l'effectif pour. Alors, ce que Heineken Meyer a fait, on sait que l'effectif du Stade Français, on en parlait souvent entre nous, on se disant mais c'est pas possible que cette équipe, avec tous ces internationaux, ces joueurs de qualité, joue aussi mal. Il les a décoignés, parce que quand je l'ai rencontré, quand il arrivait à Paris, il m'a dit mais c'est pas possible, c'est pas des joueurs de haut niveau. Il y en a la plupart, ils sont gras comme des cochons, il va falloir les décoigner. Je vais pas citer de noms, il m'en avait cité quelques-uns. De toute façon, on le sait, puisque certains joueurs l'ont dit d'eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Mais bon, Ficou notamment. Oui, il y en a d'autres. Mais voilà, les mecs, ils ont perdu tous entre 4 et 7 kilos, quoi. Donc, parce que le premier discours qu'il a eu avec eux, il a discuté longuement avec eux, il leur a dit, écoutez, voilà, moi, je suis un adepte du rugby total. Donc ça, c'est pour reprendre ce que disait Renaud Bourrel. Effectivement, on pouvait craindre, mais non. Avec les Springboks, c'était pareil. Rugby total. Mais attention, approche tactique pour chaque match, c'est-à-dire chaque adversaire est disséqué. Ouais, parce que hier, c'était pas du rugby total. C'était pas du rugby total, et il dit il faut avoir toutes les compétences. Quand il pleut, il faut savoir jouer au pied, faire des mauls pénétrants et insister sur la défense. Qu'est-ce que la défense apporte? Elle apporte des ballons sur turnover. C'est les meilleurs ballons d'attaque. Le Stade Toulousain des grandes années 80, vous étiez pas né, mais moi je travaillais encore là-dessus. 80, on était né quand même, Richard. T'es un peu jeune, vous étiez jeune. On était peut-être pas encore né au rugby, quoique si, un petit peu. Eh bien, c'était ça, c'était grosse défense, ballon de récupération, on attaque, et là, tout le monde est capable de jouer tous les ballons. Et moi, ce que je trouve formidable avec le Stade Français, c'est qu'on voit les piliers des deuxièmes lignes qui jouent comme des trois quarts, et c'est ça la clé, c'est ce que va instaurer Heineken Meyer. Donc, approche tactique, gros mental, dureté mentale, chaque match pour le gagner. On n'est pas à 3 de préparation mentale, 7, 10, etc. Pas de fluctuation, et une grosse intensité physique mise à l'entraînement. Et je peux vous dire qu'ils s'entraînent 2 fois plus dur à l'entraînement qu'en match. Le but étant qu'en match, on prenne du plaisir. Ça, c'est un peu une philosophie. Non, mais c'est la culture du travail dont on parlait en début de retransmission. Très bien. Vous les voyez, si on se projette un peu, là, vous les voyez faire quoi cette saison? Évidemment, il y aura toujours le couperet des phases finales. On peut penser qu'ils seront dans les 6. Peut-être que cette dureté mentale dont tu parles, cette faculté à aller s'imposer à l'extérieur pourra leur servir sur ces phases finales. Comme disait Renaud, quand on ne joue pas la Grande Coupe d'Europe, on a des grandes plages de récupération. Là, on va bien voir qu'il va faire tourner. Il veut vraiment garder les joueurs frais dans leur tête et dans leur corps. Il m'a dit, moi, ça, c'est mon boulot, que les joueurs soient frais avec de l'envie. Donc, je crois qu'ils peuvent aller très, très loin cette saison. Et ça sera compliqué la saison d'après, parce qu'ils auront le Champions Cup. C'est tout, messieurs? D'autres choses à ajouter?
Non, je crois que les voir dans le top 6, ça semble aujourd'hui tout à fait plus qu'à leur portée. Très bien. Après, on est à la 7e journée, tout va vite. Je vais même pas enchaîner sur le deuxième sujet, mais on le voit, à Montpellier qui perd à notre ami Gouzen et il se retrouve un petit peu plus en difficulté. Il va falloir voir. Là, pour le moment, ils sont sur un nuage et on va voir quand ça va gronder un peu s'ils sauront tenir la cadence. Mais bon, pour le moment, en tout cas, c'est vrai qu'on peut les imaginer assez haut. Ouais. Merci Payot, la transition est toute trouvée. On va passer au deuxième thème et en fait, on va pas parler de Gouzen, on va parler de poupée vaudou. Mais oui, parce que moi, je pense que lorsque la police judiciaire va débarquer chez Jackie Lorenzetti et qu'il va falloir leur expliquer pourquoi il y a des poupées vaudou partout avec un maillot du MHR et des petites aiguilles plantées dans l'épaule, dans le genou, sur la tête et dans la cheville droite, parce que c'est là que ça a fini par craquer, et ben, il va falloir qu'il leur explique, qu'il trouve un bon alibi, le président du Racing. Bon, je vous explique vite fait, Johan Gouzen, ancien joueur du Racing, meilleur joueur du championnat en 2016, qui avait rompu son contrat avec le Racing pour prétendument aller vendre des selles de cheval en Afrique du Sud, et qui finalement fait son retour en France sous le maillot de Montpellier. Voilà, il s'est gravement blessé ce week-end contre Toulon, blessure à la cheville droite, une image assez effrayante sur un plaquage de Dick Péfan. D'abord, avant toute chose, Payot, est-ce que tu peux nous donner des nouvelles toutes fraîches ? Est-ce que la blessure est aussi grave qu'on le craignait ? Non, elles sont meilleures qu'on craignait. Ouais, elles sont meilleures. En fait, il n'y a pas de fracture, il n'y a pas d'arrachement, donc c'est juste une grosse entorse. Alors bon, c'est quand même une indisponibilité entre 2 et 3 mois. Bon, ça fait long évidemment, mais bon, c'est moins catastrophique que ce que tout le monde l'imaginait hier. Ça avait mis un coup sur la tête à tout le monde et notamment à Verne-Cotter. Le Springbok est robuste et souple aussi parce que l'articulation, elle a quand même salement souffert sur cette action. Ah, n'en faites pas trop parce qu'après on va nous interdire les plaquages aux chevilles. Là. Donc arrêtez d'insister sur ce plaquage qui était superbe. On parlait même d'interdire les plaquages en poursuite, puisque ce sont sur des actions similaires que se sont blessés Baptiste Couillou, Camille Lopez. Bon, très bien, mais tu disais, Payot, que ça faisait très peur à Verne-Cotter. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi son absence dans le contexte actuel est préjudiciable malgré tout avant la Coupe d'Europe pour Montpellier? Pour 2 raisons. La première, c'est que depuis qu'il est passé à l'ouverture, il a commencé la saison en 15. Bon, c'est un joueur qui est capable de jouer à peu près partout, sauf à la charnière. Et il a commencé en 15, il est passé en 10. Et depuis qu'il est passé en 10, le jeu de Montpellier s'est quand même bien éclairé. Voilà, il a pris ses marques. Il faut dire qu'il est arrivé, après 2 ans d'absence, dans un état de forme exceptionnel. Personne n'imaginait qu'il puisse être aussi vite à ce niveau-là. Donc voilà. Et puis depuis qu'il s'était installé là, qu'il avait compris un peu comment ça fonctionnait, tout se passait bien, il s'était parfaitement intégré et on commençait depuis en tout cas 3 matchs à voir Montpellier qui de nouveau jouait correctement au ballon, donc ça c'était plutôt pas mal. Donc voilà pourquoi ça va être difficile de jouer sans lui maintenant avec le démarrage de la Coupe d'Europe. Ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que les autres ouvreurs sont blessés pour le moment. Donc Cruden qui est censé être le numéro 1 à ce poste-là est blessé et ne reviendra pas avant 15 jours. Celui qui est le plus à même de le remplacer, c'est François Stein qui s'est blessé également sur le dernier match contre le Stade Toulousain. Donc voilà, on se retrouve sans aucun ouvreur de formation, en tout cas pas de formation, parce qu'il y a donc le petit jeune du centre de formation, Thomas Darmon, qui avait parfois dépanné la saison dernière, qui peut jouer à ce poste-là. Mais bon, voilà quoi. Après, ça va être des solutions alternatives avec un gars comme Ruan Pinard qui peut monter en 10, avec Yann Serfontaine et avec Alexandre Dumoulin qui a fait un intérim hier de 75 minutes plutôt probant, mais bon voilà, là on passe à la Coupe d'Europe, ils vont jouer contre Édimbourg et je suis pas sûr que je me souviens pas avoir vu Dumoulin donner un coup de pied hier. Donc voilà, il a fait de son mieux, mais c'est plus un ouvreur en tout cas depuis plus de 10 ans. Donc si c'est lui qui doit jouer, ça risque d'être un petit peu plus compliqué que ça ne l'a été contre Toulon. Richard ? Oui, c'est la jurisprudence Saint-Zel. On a eu ce cas-là avec le Stade Rochelais quand il était entraîné par Patrice Colazo. Il n'avait absolument pas confiance en Brock James, ça c'était encore autre chose. Donc il avait mis à l'ouverture Saint-Zel, qui est un ailier, un centre, tout ce qu'on veut, mais qui est un bon joueur de rugby. Oui, un bon joueur de rugby, exactement le profil de Dumoulin, parce qu'il ne met pas un coup de pied. Et donc ça avait complètement changé le jeu et les adversaires de La
Rochelle s'en sont plaints parce qu'ils ont été transpercés de partout et ce jeu au pied donc a été transformé par du jeu en pénétration dans l'endroit le plus stratégique, le plus faible, hein, c'est la zone 10 et là, quand on a des très grands joueurs physiques en zone 10, c'est un petit peu plus compliqué pour l'adversaire. Ça peut changer et complètement métamorphoser le jeu de Montpellier, mais pourquoi pas, je dis pas en mieux, mais en tout cas, ça va peut-être pas l'affaiblir. Toi, tu penses qu'ils peuvent attaquer la Coupe d'Europe malgré tout, confiant Payot, tu m'arrêtes si je me trompe, mais l'année dernière, Cruden se blesse à peu près au même moment, non? Il lance Darmon au Leinster, qui, le pauvre... coule un peu. Montpellier en Coupe d'Europe, Payot, je pense pas que ça soit un gros objectif. L'objectif, c'est plutôt d'aller chercher un titre. Je suis pas persuadé que dans l'état où ils sont à l'heure actuelle. Après de la Coupe d'Europe, si vous voulez bien. Je suis pas complètement d'accord avec toi, Richard. Je trouve que la Coupe d'Europe, c'est justement pour Montpellier qui court après un titre qui légitimerait totalement le projet d'Altra depuis qu'il est arrivé. La Coupe d'Europe, c'est une compétition qui est taillée pour ce Montpellier comme elle l'était pour le RCT du début des années Boudjelal, c'est-à-dire qu'il a un très gros effectif, alors qui évidemment s'est affaibli là avec le nombre de blessures. Ce sont en général des poules desquelles Montpellier doit pouvoir sortir facilement, accueillir un quart. Ensuite, on est sur des phases de coupe où là, ils ont les joueurs pour faire la différence. Quand on parle du match d'hier, moi, je trouve que Goussen, depuis qu'on peut ne pas aimer le personnage et sa rocambolesque sortie du Racing pour revenir à tout ça, quand il a pris les manettes du jeu de Montpellier, là, c'est exceptionnel. Enfin, ce qu'il a fait en 10, c'est un joueur, on ne sait jamais s'il va distribuer ou prendre sa chance. Il est capable de tout faire, donc c'est vraiment un gros coup dur. La passe de Serfontaine sur l'essai qui est finalement refusée, mais elle est magique. Oui, mais Renaud, on parle du passé. Là, maintenant, on est au présent, ils n'ont plus personne. On est entièrement d'accord, mais il n'empêche que quand je vois des joueurs comme Serfontaine ou Dumoulin faire ce qu'ils ont fait hier ou sur 2 matchs d'avant, le pack de Montpellier marcher sur à peu près tout le monde, la mêlée qu'ils ont eu hier, moi je suis pas très inquiet pour eux. Il va falloir qu'ils trouvent une solution pour dépanner. Étant donné l'effectif qu'ils ont, elle existe. Encadrer un jeune du centre de formation avec des mecs comme Serfontaine justement, comme Dumoulin avec un pack pareil, c'est quand même moins alléluia que si on est le Stade Rochelet de l'an dernier qui a 0 ouvreur et puis un pack qui avait beaucoup d'absents, quoi. Payot l'a dit, il y a Cruden quand même derrière, hein, donc il y a un All Black en réserve de la République, même si Rodino, Payot, il peut revenir quand, tu penses? Mais le problème, c'est que tous les deux, que ce soit Cruden et Stein, dans un monde idéal, seraient revenus après les 2 matchs de Coupe d'Europe, donc pour le prochain match de championnat. Sauf que là, hier au soir, il ne le savait pas, mais il va regarder s'il n'y a pas moyen de précipiter le retour d'un de ces deux. Alors absolument pas pour samedi, ça c'est impossible pour jouer contre Édimbourg, mais peut-être la semaine d'après pour aller à Newcastle. Ça peut être ça la solution, d'en faire revenir un juste un petit peu avant la date initialement prévue, quoi. Si on s'intéresse juste à son cas personnel, à Gouzen, c'est aussi pour lui un coup d'arrêt. Je ne sais pas du tout s'il était dans les plans d'Erasmus en Afrique du Sud, mais il aurait pu postuler pour une place chez les Springboks pour la tournée de novembre. À l'heure actuelle, de ce qu'on en sait, non. Mais Pollard et Yankees qui sont les ouvreurs. On sait toujours que ça peut dépanner, hein, bien sûr. Il a toute la liste. D'ailleurs, il est venu à Montpellier, hein, Erasmus, pour regarder. Il sait très bien qu'il peut piocher à n'importe quel moment dans la liste, dans l'effectif de Montpellier. Mais Goussen, non, était pas... Son arrêt, son retour précipité en Afrique du Sud, son séjour un peu paradoxal là-bas, pour ne pas dire autre chose, je pense que ça l'a un peu coupé de la zone internationale. Hein. Très clairement, il est là pour jouer à Montpellier, mais je ne pense pas qu'Erasmus le mette dans les plans. Mais pour revenir sur Montpellier, moi, Montpellier, je ne trouve pas excellent en début de saison. Et quand je disais que ne pas miser sur l'Europe, il faut être bon en Europe quand on est déjà assez relativement serein en top 14. Là, je trouve que Montpellier fait un début de saison poussif, très particulier. On ne retrouve pas de jeu, on ne sait pas trop comment c'est structuré. C'est assez classique. Et il me semble que pour bien figurer en Coupe d'Europe, il faut avoir une forme de sérénité dans le jeu que n'a pas aujourd'hui Montpellier. Et ben justement, vous êtes très très bon aujourd'hui. Vous me faites les transitions vous-même. On va parler de cette Coupe d'Europe. Elle commence ce week-end, première journée de Champions Cup. Qu'est-ce qui se passe en fait, messieurs? Il y a un problème. Ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu un titre français depuis le triplé finalement de Toulon, 2013, 2014, 2015. Alors c'est vrai qu'on a eu quelques petites finales par-ci par-là, enfin 3 finales quand même, 2 finales du Racing, une finale de Clermont. Mais on a le sentiment que c'est plus une chose française, cette Coupe d'Europe. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont devenus eurosceptiques, les clubs français, Renaud? Ou europhobes?
Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, de la part du public, il y a une espèce d'europhobie où on aime moins cette Coupe d'Europe que le top 14, et ça, c'est quelque chose qui me dépasse, personnellement. Pour avoir la chance de couvrir des matchs de l'un et des matchs de l'autre, c'est presque une récréation quand la Coupe d'Europe arrive, ne serait-ce que parce que l'arbitrage permet de voir plus de jeux, parce que vous avez des équipes qui sont là pour jouer, donc vous êtes obligé de leur répondre. Donc bon, ça c'est une chose. La deuxième chose, vous avez par exemple le Leinster qui est monstrueuse et qui est énorme. Bon, bah, le Leinster vit ses saisons pour cette Coupe d'Europe. C'est un objectif plein et entier. Mine de rien, quand vous arrivez en finale de Coupe d'Europe face au Leinster, comme c'est arrivé au Racing, vous êtes face à un adversaire qui, s'il perd, a raté sa saison. Le Racing a la possibilité de se dire, bon, bah, on se refera en Coupe d'Europe. En championnat, pardon. Même si tous les joueurs, tous les entraîneurs vous disent oh, mais non, c'est pas vrai. Il y a quand même un petit quelque chose dans l'arrière-pensée. Enfin voilà, vous êtes moins la tête sur le bio dans ces cas-là. Ensuite, vous avez aussi, et ça c'est une statistique qui est apparue sur Twitter le week-end dernier, sur le volume de jeux proposés. Où le Pro 12, le championnat Celt, ou le championnat Pro 14, pardon, ou le championnat anglais prépare mieux à cette Coupe d'Europe sur tous ces aspects, que ce soit le rugby à pratiquer ou que ce soit l'arbitrage que vous allez rencontrer. D'ailleurs, c'est assez marrant, il y a Charabas pendant Racing Lyon, il y a des récriminations des Racingmen à un moment sur une décision qu'il prend sur un ruck, et il dit, je crois que c'est à Henri Chavancy, il lui dit mais amusez-vous à jouer comme ça la semaine prochaine en Coupe d'Europe et vous verrez si je vous ai mal arbitré. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui font que les Français sont peut-être un petit peu moins préparés à cette Coupe d'Europe. On dit souvent que c'est le niveau intermédiaire entre le top 14 et le niveau international, et c'est vrai que quand on voit les 2 dernières journées de top 14, et surtout la dernière, on a sorti quelques stats ce matin dans le journal, voilà, avec une moyenne d'essais famélique. On n'a pas encore les temps de jeu, mais c'était très très pauvre. C'est vrai qu'il faisait un temps dégueulasse sur à peu près tous les terrains. On n'a pas le sentiment que les clubs français se sont préparés au mieux avant cette première journée de Coupe d'Europe, Richard. Ah non, il y a une rupture incroyable entre le top 14 quand il est comme ça dans des conditions quasi hivernales et le reste du rugby européen, que ce soit en Ligue Celt ou en championnat anglais. Des championnats qui se jouent sous la pluie et parfois dans la boue et dans des conditions quasiment pires que ce qu'on a vu ce week-end. Et les temps de jeu, le volume de jeu reste très proche du niveau international. Parce que tu disais, Clément, c'est le niveau intermédiaire. Moi, je pense qu'il se rapproche plus du niveau. Il est plus sur le... Plus proche du niveau international du niveau du top 14. Alors, il y a autre chose. Et ce que disait Renaud est intéressant, c'est que les grands... Alors, c'est pas des clubs, sauf chez les Anglais, mais autrement, c'est des provinces. C'est pas pareil. Identifient clairement et dès le début de la saison leur objectif. Et leur objectif est immanquablement la Coupe d'Europe. Dites-moi quel est le président ou l'entraîneur d'un club de top 14 qui nous a certifié que son objectif prioritaire c'est la Coupe d'Europe. Depuis le Grand Toulon et depuis et maintenant Clermont n'y est plus, alors qu'ils en avaient fait un objectif assumé. C'est vrai que c'est... Voilà. Et d'ailleurs, c'est la question que je voulais poser à Payot, parce que Payot... Alors moi, j'ai un club, juste avant. Il y a un club, mais c'est off. C'est le Racing. Le Racing qui... C'est plus off, merci Richard. Voilà. Il faut bien porter un petit peu de piment dans le plat. Et donc, c'est off, mais le Racing vise la Coupe d'Europe. Ouais, non, mais c'est même pas... Enfin, c'est off, oui et non, parce que... Non, mais ça n'a pas été annoncé officiellement en disant notre objectif... Laurent Labitte le dit entre les lignes dans le journal après la défaite contre Lyon. Et puis, c'est une équipe qui a vécu sur les 3 dernières Coupes d'Europe 2 finales. Donc, on sent bien que c'est quelque chose qui les titille. Mais je voulais demander à Payot, parce que Payot était à Toulouse pour la présentation de la Coupe d'Europe la semaine dernière. Et ma question est la suivante. J'ai pas l'impression que le casting, en plus, cette année, incite beaucoup à l'optimisme. Je m'explique. On a Castres et Montpellier, dont on sait que ce sont pas 2 clubs qui sont viscéralement attachés à la Coupe d'Europe, par le passé en tout cas. Il y a très peu de phases finales. Lyon qui va la découvrir. Toulouse qui revient, je pense, un peu sur la pointe des pieds, voilà, et Toulon qui va vraiment pas fort. Donc en gros, est-ce qu'il reste que le Racing, Payot ? Alors moi je vais prendre le problème dans l'autre sens, exactement dans l'autre sens. Lyon, c'est la première fois comme La Rochelle la saison passée. Donc ils vont avoir envie de la bouffer, tu crois ? Ils vont avoir envie de la bouffer, et puis de toute façon, voilà, ils la découvrent, ils vont y aller sans aucune pression, en regardant un petit peu où ils en sont au mois de décembre, et puis à ce moment-là, s'il y a des choix à faire, ils les feront, mais au moins jusqu'au mois de décembre, ils vont être dans la compétition. On parlait de Toulon, donc Toulon et Montpellier sont dans la même poule, ils se retrouvent avec Édimbourg qui fait un début de saison très moyen, et ils se retrouvent avec Newcastle qui est dernier pour le moment. Donc on sait que les premières journées sont très importantes. Si Montpellier domine Édimbourg,
toujours ce week-end et que Toulon se refait la santé contre Newcastle à Mayol, ils seront lancés, ils vont croquer là-dedans. Voilà, je pense. Et puis Toulouse, c'est pareil. Toulouse, c'est quand même l'équipe qui en a gagné le plus, me semble-t-il, des Coupes d'Europe. Donc ils reviennent là, ils ont été sevrés pendant une saison et je pense dans une poule démoniaque, hein, avec le Leinster champion en titre, les Wasps et Bath. Ouais. C'est une poule, je vais pas vous dire de bêtises, mais j'avais vu passer ce chiffre. Quelqu'un avait calculé le nombre de titres cumulés dans la poule. Je crois qu'on est pas loin des 20 titres cumulés. Non, peut-être pas, je dis une bêtise, mais les 12 titres cumulés en Coupe d'Europe. Quoi. Ouais, Payot, si tu le prends à l'envers, moi je vais mettre des bémols à la clé quand même. Franchement, Toulouse, on voit qu'ils sont sur un temps très faible. Pour avoir discuté. C'est les seuls sur lesquels j'ai exagéré. Oui, c'est vrai. Mais voilà, je reconnais ton honnêteté, c'est tout à ton honneur. Et pour avoir discuté avec Pierre Mignoni hier au téléphone comme ça, alors je lui demandais comment tu C'était off ou pas? Comment tu prévois? Ben ça va plus l'être. Comment tu prévois d'aborder cette Coupe d'Europe? Il m'a dit, écoute, on va faire tourner, on n'a pas un effectif pléthorique, et surtout, moi, je veux pas faire de distinguo entre la Coupe d'Europe et le Top 14. Donc pour moi, ça va être une continuité. Mais je sentais bien dans ce qu'il me disait que quand même. C'est pas la priorité absolue de Lou, le président. Vous voyez que c'est symptomatique quand même. C'est quand même incroyable que aujourd'hui on en soit à débattre de est-ce qu'ils vont jouer cette Coupe d'Europe ou pas. C'est un débat qu'on pouvait longtemps avoir sur le challenge et qu'on a presque aujourd'hui sur la grande Coupe d'Europe. Le rugby va crever de ça, en tout cas au niveau français, c'est-à-dire de ces impasses pourries en top 14 et du fait de cette année est-ce qu'on la joue ou pas la Coupe d'Europe. Mais c'est incroyable. Ouais, je pense alors il y a plein d'explications mais qui n'excusent pas cet état de fait aujourd'hui, de mon point de vue. Voilà. Non, mais j'imagine qu'il disait ça par prudence, peut-être, Mignoni, non, juste pour rappel, leur poule Cardiff, Glasgow, Saracens. Moi, il m'a dit. Donc, bon, c'est vrai que. Il m'a dit j'ai l'impression de jouer l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse. Non, mais c'est vrai que si on reste sur les deux dernières saisons de Glasgow en Coupe d'Europe, ils peuvent venir faire 10 tours de magie à Lyon. Alors, il y a un club français qui perd son premier match à domicile. Vous pouvez être sûr que la Coupe d'Europe, elle est terminée après la première journée. Ne serait-ce que par la structure de la compétition. Voilà, première défaite. À un moment, il se dira je vais aller me refaire là-bas, puis je vais tout gagner. Et il fera tourner. Voilà. Mais c'est ce qu'a fait Castres pendant des années. Et Castres est arrivé au titre de champion de France avec ça, en faisant des impasses à l'extérieur en Coupe d'Europe et sans mettre le paquet parce que ça les intéresse pas. Arrêtons-nous 2 secondes sur Castres. Et peut-être je pose la question à Payot, est-ce que justement c'est pas cette année où on peut voir un changement chez eux? J'ai l'impression quand même Kyrgios, il aimerait bien partir de Castres en ayant laissé une autre impression en Coupe d'Europe, non? Ouais, c'est la première fois qu'ils disent plus ouvertement qu'ils la visent. Le problème, c'est que voilà, ils ont perdu contre le Stade Français ce week-end. C'est pas la meilleure des manières d'aller à Gloucester. Et voilà, je pense que si ils gagnent pas à Gloucester, derrière, ils vont piocher un petit peu et puis ils vont revenir comme les saisons passées à se recentrer sur le championnat et à la laisser un peu partir, quoi. Et puis, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, Payot, mais petit bémol aussi sur le rugby proposé par Castres, qui est un rugby très rugueux. Pénible sur les points de rencontre, et ça les arbitres en Coupe d'Europe ils aiment pas du tout, et c'est là qu'en général les équipes françaises qui sont un peu batailleuses, qui sont un peu pénibles à jouer, souffrent énormément, notamment en termes de discipline, et c'est peut-être là où c'est une équipe pour qui là pour le coup la Coupe d'Europe va moins bien. Ouais, c'est sûr. Mais je pense que en ayant gagné le championnat la saison passée, ils avaient beaucoup de certitude dans leur jeu. Ils savaient que c'était une équipe pénible et qu'ils pouvaient quand même, malgré ce que tu dis, aller batailler. Et ils s'étaient mis ça en tête, quoi. Mais je pense que Urios l'a dit en conférence de presse. Il a dit c'est pas la meilleure des manières d'aborder la Coupe d'Europe. Et je pense aussi que Castres, c'est vrai que chaque fois qu'on fait allusion au club qui la joue pas, au club français qui la joue pas ou qui font des impasses, on dit toujours Castres. Bien sûr, c'est vrai que Castres n'a pour le moment pas réussi grand-chose dans cette compétition-là. Il y a une demi-finale qui traîne en 2002 ou 2003, je sais plus, contre Béziers. Ouais, mais c'est souvent aussi un concours de circonstances. L'année dernière, me semble-t-il, ils font un match nul contre Leinster. Ils peuvent gagner ce match-là. S'ils le gagnent, peut-être qu'ils abordent les autres matchs différemment. Mais enfin, avec des sites et champion d'Europe. D'accord, je suis d'accord, mais tu disais la structure est faite de telle manière que déjà elle est compliquée à lire, cette histoire des premiers, des meilleurs deuxièmes, etc. Et on rappelle, il y a 5 poules, les premiers de chaque poule, ça fait donc 5 qualifiés directs, et ensuite on prend les 3 meilleurs deuxièmes.
Ouais. Et si tu perds à la maison, t'es mort. Hein. Exactement. C'est fini. Ou si tu gagnes pas, en l'occurrence là, je gagne pas. Derrière, c'était énormément d'efforts pour une hypothétique seconde place et qui elle-même était pas sûre de les qualifier. Donc voilà, il lâche, mais je pense que souvent, c'est au moment du tirage au sort qui se positionne. Est-ce qu'on la joue vraiment ou est-ce qu'on verra en fonction des circonstances? Alors, puisque tu parlais de la poule de Montpellier, et de Toulon, cette année, très sincèrement, je pense que et Montpellier et Toulon ont les moyens de sortir de cette poule-là. Quoi. Ouais, mais alors, si on regarde simplement. Souvent, il faudrait vérifier, mais historiquement, dans la poule, il y a 2 Français, ça se passe pas toujours très bien parce que il y en a un qui, ils annihilent chacun les points de l'autre, quoi. Et chacun gagne chez soi. C'est rare d'avoir j'ai pas de souvenir en tout cas de 2 clubs français issus de la même poule en quart de finale. Qui se soient ainsi exposés. Juste pour finir sur Castres, Payot, la poule est quand même assez costaud. Exeter, Munster, Gloucester, donc 2 clubs anglais, et la province du Munster, qui est un peu moins forte depuis quelques saisons, mais qui est quand même un grand d'Europe. Oui, mais c'est pas inabordable. Quoi. C'est pas inabordable, mais c'est copieux parce que Exeter est une équipe sous-cotée en Angleterre, mais qui est excellente. Et puis, il faut revenir quand même sur l'histoire du rugby français. Hein. C'est vrai que ça énerve Renaud Bourrel, mais on préférera toujours un titre de top 14 à un titre européen qui est un pis-aller. Ça, je peux vous le dire pour en avoir parlé dès les débuts avec beaucoup d'entraîneurs. S'il y a à choisir, on choisit. Le Racing, qui a déjà été champion, a envie de s'ouvrir à l'Europe, mais c'est pas uniquement parce qu'ils ont été champions, c'est parce que je pense que c'est le projet du club que de s'ouvrir à l'Europe, et c'est un projet lorenzettiesque, et c'est pour ça que là ils ont perdu à domicile. Je peux vous dire que ça les touche pas vraiment, parce que l'objectif pour eux c'est d'être champion d'Europe. Finale, la 3e on y va pour la gagner. Rappelons quand même que les clubs français champions d'Europe, peut-être que c'est comme tu dis un pis-aller pour beaucoup d'eux, ils se comptent sur les doigts de la main, quoi. Oui, Brive une fois, Toulouse 3 fois, beaucoup, et Toulon. Et d'ailleurs Toulon, rappelez-vous, l'objectif de Mourad Boudjelal, c'était le bouclier de Brennus. Quand il a vu que ça marchait en Coupe d'Europe, et quand les événements vous dépassent, feignez d'en être l'organisateur. Mais je peux vous dire que la fête était monstrueuse après le titre. Après le doublé de 2014. Ah oui, qu'avec simplement le trophée européen. Faut que ça soit dit quand même, et ça explique ce côté un peu franchouillard du rugby. Oui, parce que ça faisait rentrer Mourad Boudjelal dans la famille, des clubs, des présidents. Mais encore une fois, là pour le coup, je pense que c'est beaucoup de la faute, notamment des médias qui tabassent pas assez sur la qualité. La nôtre donc. Je nous inclus dedans, mais j'ai eu souvent ce débat des coups de fouet chez nous, mais où aujourd'hui elle est malheureusement moins visible, cette Coupe d'Europe, qu'elle est quasiment intégralement sur beIN, que du temps où il y avait 2 à 4 affiches sur France Télé, 2 affiches sûres. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une. Ça l'a sortie du paysage, et donc forcément, elle intéresse moins. Mais la décharge d'adrénaline pour les supporters qui remportent la Coupe d'Europe en finale, la rade à Toulon quand ils ont été champions, dégueuler autant que quand un club ramène le Brennus, où que ce soit, à Place de Jaude ou ailleurs. Très bien, messieurs. Écoutez, je vous remercie. On va en rester là pour aujourd'hui. C'était le podcast rugby de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Renaud Bourrel, Richard Escaut et Philippe Arioriès en direct de Montpellier. Sébastien la technique. Merci à tous. Bonne semaine et à la semaine prochaine. C'était Clément Dossin.